Présidente, mes chers collègues, avant toute chose, je tiens vraiment à vous dire que j'ai été très honoré d'être désigné rapporteur d'information par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Et sur ce projet de loi particulièrement, un projet pour la liberté de choisir son avenir professionnel, car il s'agit, selon moi, d'une problématique centrale. Aujourd'hui encore, les femmes subissent, et Madame la Présidente le rappelait, de trop nombreuses inégalités professionnelles et aucune inégalité ne peut être acceptable, bien qu'elle soit, encore hélas, le quotidien de la vie professionnelle de la plupart des femmes. En cohérence avec la grande cause nationale du quinquennat, il me semble primordial de tout faire pour mettre fin à ces inégalités et aux discriminations envers les femmes dans le monde du travail. Représentant aujourd'hui environ 48% de la population active, les femmes subissent encore de nombreuses inégalités. Elles occupent 80% des emplois à temps partiel, représentent plus de 2/3 des travailleurs pauvres. Elles sont confrontées à un environnement professionnel souvent sexiste et ségrégé. Plus exposées à la précarité dans l'emploi, elles voient également leurs possibilités limitées par ce que l'on appellera un plafond de verre. Pour l'accès aux postes à des responsabilités, avec des déroulements de carrière souvent beaucoup moins favorables. Si la France se classe en 2017 11e rang mondial sur 144 pays en matière de réduction des inégalités entre les sexes dans le monde du travail, on peut souligner les efforts de la politique publique en la matière. Elle conserve toutefois la triste 129e place en matière salariale. Les femmes, Madame la Présidente, vous nous le rappeliez, gagnent en France 25% de moins que les hommes et un écart salarial inexplicable d'environ 10% persiste entre une femme et un homme possédant un contrat, un diplôme et une expérience et des responsabilités identiques. Au regard de l'importance de ces enjeux, la délégation a souhaité être saisie du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et dans cette perspective a organisé 2 tables rondes, l'une avec des représentants d'associations impliquées dans la promotion de l'égalité professionnelle, l'autre avec des représentants d'entreprises également très investis sur ce sujet. Et je voudrais ici, sans plus tarder, remercier notre présidente pour ses engagements sur ces sujets. L'examen de ce texte marque le début d'une réflexion sur ces enjeux économiques dans lesquels la délégation a toute sa place. Par ailleurs, au cours d'auditions rapporteurs qui étaient ouvertes à l'ensemble de la délégation, j'ai entendu plusieurs experts et membres d'associations sur ces thématiques. Ces auditions ont été extrêmement riches et m'ont permis d'aborder la majorité des sujets du projet de loi, non seulement sur les points spécifiques dédiés à l'égalité professionnelle, mais également de manière plus large, les problématiques d'inégalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Le rapport que je vous présente aujourd'hui, et je voudrais vous demander de m'excuser d'ailleurs parce que il vous avait été adressé un peu tardivement, c'est-à-dire hier soir, je crois, mais les délais étaient particulièrement contraints. Il est structuré, ce rapport, en 2 parties. La première partie présente un bilan des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes aujourd'hui dans notre pays. La seconde partie analyse les dispositifs du projet de loi. Au total, je formule une 20aine de recommandations qui visent à conforter et à amplifier les avancées du projet de loi pour une meilleure prise en compte de l'égalité professionnelle. Ne souhaitant pas tenir un propos trop long et ayant déjà rappelé quelques faits importants sur les inégalités professionnelles, je vais maintenant vous présenter ces grandes lignes de ces propositions et nous aurons ensuite le temps d'échanger sur ces points plus précis si vous le souhaitez. Tout d'abord, comme je préconise dans mon rapport, l'égalité professionnelle doit faire l'objet d'une attention toute particulière et bien sûr d'une approche transversale. Chacun des acteurs de la vie économique doit ainsi prendre en compte
cet objectif pour en faire une réalité. Il faut mieux informer les entreprises, notamment les PME et les TPE. Il me semble utile de développer, de clarifier les informations disponibles sur ce sujet, car elles ne sont pas toujours au courant des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle. C'est pourquoi je recommande de compléter le site EGAPRO d'un forum participatif modéré par les services de l'État et de transmettre chaque année par les directs et à chaque entreprise un guide sur l'égalité entre les femmes et les hommes avec une prise en compte des spécificités locales. Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel comporte un chapitre comprenant 2 articles qui traitent spécifiquement des enjeux d'égalité professionnelle. En premier lieu, l'article 61. Il crée un nouveau dispositif pour lutter contre les inégalités salariales en changeant radicalement l'approche. Il entérine le passage d'une logique de moyens, avec l'élaboration de plans ou d'accords sur l'égalité, à une logique de résultats, qui prévoit la mesure, puis le rattrapage des écarts de salaire injustifiés, et il faut le répéter, injustifiés, entre les femmes et les hommes. Concrètement, l'article 61 du projet de loi que chaque entreprise élabore, il prévoit que chaque entreprise élabore un indicateur chiffré et anonymisé mesurant les écarts de rémunération. Cet indicateur permettra bien évidemment d'obtenir des données fiables et comparables permettant de faire apparaître clairement les inégalités et donc de les corriger. Je suis extrêmement favorable à ce dispositif, qui me semble bien adapté, mais je pense que 3 points doivent être pris en compte dans sa mise en œuvre. Il est indispensable d'appréhender cet indicateur de façon dynamique en prenant en compte dans le décret d'application l'évolution de cet indicateur. Il me paraît pertinent de procéder par étapes dans le déploiement de cet indicateur pour en garantir l'efficacité. Et il me semble nécessaire, enfin, de renforcer les mesures humaines et techniques des services de l'État pour assurer le déploiement de l'outil informatique et l'accompagnement des entreprises. En outre, je considère que ce dispositif devrait être complété pour en assurer l'effectivité par 3 moyens. En encadrant la publicité de l'indicateur chiffré, en instaurant une enveloppe de rattrapage dans les entreprises et en prévoyant une sanction en cas de non-correction des écarts. L'appréciation comportant une analyse qualitative des mesures envisagées. Le ministre du Travail m'a indiqué que ces points devaient faire l'objet d'amendements de la part du gouvernement. Enfin, je rappelle que ce nouvel indicateur vient s'ajouter à ceux déjà contenus dans la base de données économiques et sociales, BDES, et je considère qu'il serait utile de rendre obligatoire l'alimentation de la BDES pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Je pense aussi aux entreprises de moins de 50 salariés, qui sont moins concernées, ou peu. Les TPE, PME. Ils ont un organisme syndical, la CGPME, et pour information, on peut imaginer que ces entreprises puissent faire des formations valorisant ces dites entreprises. En second lieu, l'article 62 renforce l'obligation d'affichage de l'employeur en matière de harcèlement sexuel, en prévoyant de faire mention en sus des dispositions légales, des voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel, ainsi que les données des services compétents, la médecine du travail, le défenseur des droits et l'inspection du travail. Il s'agit vraiment de garantir l'accès réel des victimes aux interlocuteurs pertinents. Autrement dit, de passer à une application réelle des dispositifs de lutte et de répression contre le harcèlement au travail. Il me semble évident qu'il faut aujourd'hui en finir avec le harcèlement et avec toute forme d'agissement sexiste et de violence sexuelle sur le lieu de travail. C'est un enjeu primordial pour la dignité, pas seulement des femmes, mais aussi celle des hommes.
C'est une condition nécessaire pour parvenir à cette égalité professionnelle. Je soutiens donc pleinement ce dispositif, mais je pense que pour qu'il soit efficace, il faut s'assurer de l'effectivité des voies de recours et de la pleine accessibilité aux services compétents en matière de harcèlement sexuel. En outre, il me semble utile de compléter ce dispositif par 2 points qui permettraient de gagner en cohérence. D'une part, je pense qu'il faut élargir dans le Code du travail les modalités d'indemnisation des victimes de harcèlement au travail afin de réparer intégralement les préjudices subis par les victimes de harcèlement sexuel. D'autre part, il me semble que le dispositif pourrait être élargi à d'autres formes de harcèlement discriminatoire, par exemple en raison de l'orientation sexuelle ou toute différence. Au-delà de ces 2 articles, je suis convaincu que l'ensemble des dispositions du projet de loi, qu'elles portent sur la formation, sur l'indemnisation du chômage ou sur la situation en emploi, doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, car la question de l'égalité entre les femmes et les hommes irrigue en réalité l'ensemble de ces problématiques sur lesquelles nous nous apprêtons à légiférer.